Regardez les anciennes cathédrales et les palais. Levez la tête vers leurs incroyables fresques. Nous n'admirons pas seulement la beauté des anges et des nuages. Et si nous activions notre esprit critique? Et si nous nous posions une simple question? Comment un artiste, allongé sur des échafaudages instables, dans la pénombre éclairée seulement par des bougies, a-t-il pu créer une peinture parfaite à 20 mètres de hauteur? Et ce n'est pas juste un gribouillis, ce sont des chefs-d'œuvre d'une finesse filigrane, avec des distorsions de perspective des plus complexes, avec des centaines de milliers de coups de pinceau les plus fins, où une erreur d'1 millimètre aurait été fatale. Imaginez, la peinture coule sur le visage, les mains s'engourdissent à cause de la tension constante. Le cou se raidit à cause de la posture anormale. L'oxygène manque à cause des centaines de bougies allumées. Et vous devez peindre le visage d'un saint de manière à ce qu'il soit parfait à 20 mètres, sous un angle précis. L'histoire officielle de l'art affirme « Tout cela a été fait à la main, pendant des années, avec des outils rudimentaires et à la lumière du feu. Et nous devons le croire sur parole. » Mais arrêtons-nous une minute et activons la logique. Prenons une calculatrice. Commençons à calculer les réalités physiques, chimiques et physiologiques de ce processus. Ce que vous apprendrez ensuite vous fera voir non seulement la peinture sous un nouveau jour, mais aussi des pans entiers de l'histoire que l'on nous a enseignés à l'école. Aujourd'hui, nous verrons comment les légendes romantiques sur les souffrances des génies s'effondrent en poussière, face à la physique élémentaire et au bon sens. Commençons par ce que les historiens de l'art et les guides touristiques nous disent habituellement, lorsque nous nous tenons bouche bée sous les voûtes peintes des célèbres palais. Prenons un exemple concret. Le plafond de la résidence de Würzburg, l'œuvre de Giovanni Battista Tiepolo. 677 mètres carrés de peinture continue, à une hauteur de 18 mètres. On nous raconte une belle histoire. Le grand maître vénitien, avec ses fils, a travaillé sur cette fresque de 1752 à 1753, c'est-à-dire seulement 13 mois. Ou prenons la fresque d'Andrea Pozzo dans l'église Sant'Ignazio à Rome. 530 mètres carrés de peinture au plafond, créée, comme on nous le dit, en 3 ans, de 1685 à 1688. Les historiens de l'art décrivent avec émotion comment le maître passait 12 heures par jour sur les échafaudages, se nourrissant de pain et d'eau que ses assistants lui apportaient. Il montre d'anciennes gravures. L'artiste est héroïquement étendu sur les planches. Autour de lui s'affairent des apprentis avec des seaux de peinture et des torches au bout de longues perches. On nous parle de sacrifice, de dévouement à l'art, de la façon dont, après avoir terminé son travail, Pozzo ne pouvait plus tenir sa tête droite. Son cou serait resté à jamais tordu par des années de tension. Cela sonne inspirant, cela sonne sublime, exactement comme le scénario d'un drame historique sur les souffrances du créateur pour le bien de la beauté. Un autre exemple, Pietro da Cortona, sa fresque du Palazzo Barberini, d'une superficie de 400 mètres carrés, prétendument réalisée de 1633 à 1639. Mais toute cette coquille romantique s'effondre en poussière. Dès que nous commençons à appliquer les lois élémentaires de la physique, de la physiologie et du bon sens à ces affirmations. Et maintenant, nous allons le prouver par des chiffres, des calculs, et une logique simple à laquelle aucune référence au génie ne pourra échapper. Commençons par la question la plus fondamentale, que personne, pour une raison quelconque, ne pose à voix haute dans les musées. Comment l'artiste voyait-il ce qu'il peignait? À 20 mètres de hauteur? Prenons une salle de bal typique avec un plafond peint. La surface de la fresque est de 600 mètres carrés. La hauteur de la voûte est de 20 mètres. Une bougie de cire standard émet un flux lumineux d'environ 12 lumens, créant un éclairement d'environ 15 lux à 1 mètre de la source. Selon la loi des carrés inverses, à une distance de 20 mètres, l'éclairement diminue de 400 fois, jusqu'à 0,0375 lux pour une seule bougie. Pour un travail de qualité, avec les couleurs et les détails, les artistes modernes utilisent un éclairement d'au moins 500 lux. C'est la norme des ateliers de restauration. Pour atteindre au moins 100 lux sur un plafond de 600 mètres carrés, situé à 20 mètres de hauteur, il faudrait placer environ 4 à 5 000 bougies.
le long du périmètre de la salle et sur les échafaudages eux-mêmes. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Car 5000 sources de feu ouvertes, ce n'est pas seulement un éclairage, c'est un véritable four sous les poutres en bois. Chaque bougie allumée dégage environ 80 watts d'énergie thermique. Multiplions par 5000. Nous obtenons 400 kW de chauffage continu de l'air sous la voûte. La température dans la partie supérieure de la salle atteindrait 60 à 70 degrés Celsius. Il serait tout simplement impossible d'y rester sans risque de coup de chaleur. Mais encore plus effrayant, les produits de combustion. Lors de la combustion d'une bougie pendant 4 heures, c'est la durée moyenne de combustion d'une bougie de cire, environ 3 grammes de suie fine sont libérés. 5000 bougies, pour une journée de travail de 10 heures, nécessite 2 à 3 remplacements complets. Autrement dit, 12 à 15 000 bougies sont brûlées par jour. Et cela produit 35 à 45 kg de suie pure. Cette suie noire et grasse monte avec l'air chaud, et elle se dépose en une épaisse couche précisément là où l'artiste tente de créer les transitions de couleurs les plus fines et les glacis transparents. Après 1 heure de travail, tout ce qui a été peint le matin est recouvert d'une couche de suie. Il est impossible de l'enlever sans étaler la peinture fraîche sur le plâtre. Et le plus critique, l'oxygène. 5000 bougies allumées consomment environ 1200 litres d'oxygène par heure. Dans un espace clos de 10 à 12 000 mètres cubes, cela crée une hypoxie dangereuse. Et ce, après seulement 30 à 40 minutes de combustion continue. Parlons maintenant de l'artiste lui-même, de son corps, qui n'obéit pas aux conceptions romantiques de l'art, mais aux dures lois de la biologie et de la physiologie. Je vous propose une expérience simple. Allongez-vous sur le dos, levez les 2 bras au-dessus de votre tête et essayez de les maintenir dans cette position pendant au moins 3 minutes sans bouger. Tenez-les simplement. Que se passe-t-il? Après 1 minute à 1 minute et demie, le sang commence à refluer des bras levés à cause de la gravité. Les doigts se refroidissent et s'engourdissent. La sensibilité des extrémités est perdue. Après 3 minutes, une douleur brûlante apparaît dans les articulations des épaules. Les muscles commencent à trembler involontairement à cause de la surtension. Le cou, contraint de maintenir la tête penchée en arrière à un angle non naturel, se raidit à tel point que chaque mouvement provoque une douleur à la base du crâne. Et maintenant, imaginez que dans cette position, vous ne devez pas seulement tenir vos mains, mais effectuer un travail de pinceau des plus délicats. Contrôler la pression, mélanger les nuances sur la palette que vous tenez de l'autre main. Distinguer les moindres détails dans la pénombre. Des études médicales montrent que le travail avec les bras constamment levés provoque ce qu'on appelle le syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Il s'agit d'une compression du faisceau vasculo-nerveux entre la clavicule et la première côte. En travaillant dans cette position pendant plus de 40 minutes sans interruption, des micro-déchirures des fibres musculaires et des œdèmes des tissus mous apparaissent. Et, ce qui est critique, une altération de l'irrigation sanguine du cerveau due à la compression des artères vertébrales dans la région cervicale. Les historiens affirment qu'Andrea Pozzo a travaillé sur le plafond de l'église Sant'Ignazio pendant 3 années consécutives, passant 8 à 10 heures par jour sur les échafaudages. Même en faisant une pause de 10 minutes toutes les heures, et avec la peinture sur plâtre frais, des pauses aussi fréquentes sont inacceptables, la peinture commencerait à sécher de manière inégale. Cela représente tout de même 6 à 7 heures par jour. Dans une posture que les orthopédistes qualifient de « charge extrême » pour le système musculo-squelettique. Pozzo aurait dû devenir gravement handicapé, avec une compression des vertèbres cervicales, une paralysie des bras et des maux de tête chroniques. Mais sur les portraits, nous voyons un homme de 70 ans en bonne santé, avec une posture droite, qui a continué à travailler jusqu'à sa mort, et a même écrit un traité en 2 volumes sur la perspective. Comment? Creusons plus profondément, et parlons de l'aspect technique, de la perspective. Car c'est ici que la version officielle entre définitivement en contradiction avec la réalité. Toutes les fresques de plafond sont conçues pour être vues strictement d'en bas, et utilisent la technique du di sotto in su, la perspective de bas en haut. Les figures sont spécialement déformées de manière à paraître correctes et proportionnées lorsqu'elles sont vues du sol.
Prenons un exemple concret. Le plafond de la résidence de Würzburg de Tiepolo, avec ses centaines de figures humaines. Pour créer la perspective correcte, l'artiste devait calculer comment chaque ligne serait déformée, chaque contour, en fonction du point d'observation, de l'angle de vue et de la distance entre le spectateur et l'image. Mais voici le moment critique. On ne peut vérifier l'exactitude qu'en descendant et en regardant du sol. Car en haut, là où l'on peint, tout semble étiré, déformé et complètement artificiel. C'est la spécificité de la technique. Ayant découvert une erreur de proportion ou d'angle, l'artiste doit remonter à 18 mètres de hauteur, corriger le fragment, redescendre pour vérifier le résultat, et ainsi des dizaines de fois pour chaque figure. Les échafaudages en bois de l'époque ne sont pas une structure moderne en aluminium avec une échelle confortable. C'est un système à plusieurs niveaux fait de poutres, de planches et de cordes, où chaque montée ou descente prend au moins 12 à 15 minutes. Compte tenu de la nécessité de faire preuve de prudence, une fresque typique de 500 mètres carrés représente 150 à 250 figures humaines. Chacune nécessite un travail minutieux des proportions, du clair-obscur, des drapés. Estimation conservatrice, chaque figure doit être vérifiée et corrigée au moins 20 à 30 fois pendant le processus de travail. 200 figures multipliées par 25 itérations. Et nous obtenons 5000 montées et descentes. Même si l'artiste ne passe qu'une demi-heure par cycle, 15 minutes pour descendre, 5 minutes pour évaluer, 10 minutes pour monter, cela représente 2500 heures, ou 300 jours ouvrables de 8 heures, uniquement pour le déplacement, sans compter la peinture elle-même. Le point suivant qui détruit toute l'image romantique est la technique même de la peinture à fresque, et ses contraintes de temps impitoyables. La fresque n'est pas une peinture à l'huile sur toile, où l'on peut travailler pendant des mois, apporter des corrections et repeindre des fragments ratés. C'est une peinture avec des pigments hydrosolubles sur un enduit de chaux humide. La technique s'appelle buon fresco, la vraie fresque. L'essence de la méthode est que les pigments sont absorbés dans l'épaisseur de l'enduit humide. Et quand ils sèchent, une réaction chimique de carbonisation se produit. La chaux se transforme en carbonate de calcium solide, liant de manière indissoluble la couche picturale au support. Mais cette technique a une limitation impitoyable. L'enduit reste utilisable pendant seulement 8 à 12 heures, selon la température et l'humidité de l'air. Après quoi, il durcit, et les couleurs ne sont plus absorbées, elles restent simplement à la surface. Cela signifie que l'artiste doit appliquer le matin un enduit frais sur une section qu'il est sûr de pouvoir peindre avant le soir, et terminer complètement ce fragment à la fin de la journée de travail. S'il n'a pas eu le temps, il faudra enlever complètement l'enduit au ciseau et le réappliquer le lendemain, parce qu'une fresque ne se peint plus sur une surface sèche. Si une erreur de composition ou de couleur est commise, il est impossible de la corriger. Il faut seulement enlever et refaire toute la section à partir de zéro. Maintenant, imaginez. L'artiste travaille dans les conditions infernales décrites ci-dessus. Il suffoque par manque d'oxygène. Aveuglé par la faible lumière des bougies, les mains s'engourdissent à cause de la tension. Le cou est douloureux à cause de la posture non naturelle. La suie se dépose sur la peinture fraîche, et en même temps, il doit travailler vite, parce que l'enduit sèche. Il n'y a pas de temps pour corriger, et précisément, parce que toute erreur signifie la perte d'une journée entière de travail. Un maître expérimenté, dans les conditions confortables d'un atelier. Assis devant un chevalet avec un bon éclairage, peut peindre avec qualité, en une journée de travail de 10 heures, un maximum d'1,5 mètre à 2 mètres carrés d'une composition complexe à plusieurs figures. Pour un plafond de 600 mètres carrés, cela représente 300 à 400 jours ouvrables de peinture pure. Mais à cela, il faut ajouter les jours perdus à corriger les erreurs. Même si l'on ne se trompe que dans 10% des cas, c'est encore 30 à 40 jours de plus. Plus les jours où il est impossible de travailler à cause d'une humidité de l'air trop élevée. Ou, au contraire, d'un séchage trop rapide de l'enduit par forte chaleur. Estimation réaliste. Au minimum 500 à 600 jours ouvrables. C'est-à-dire 2 ans et demi à 3 ans. En travaillant 6 jours par semaine.
sans interruption pour les maladies et les jours fériés. Et maintenant, posons-nous la question. Où sont les matériaux préparatoires pour un projet aussi grandiose? Pour une peinture de plusieurs centaines de mètres carrés, avec des dizaines de compositions complexes à plusieurs figures, il devrait exister des milliers d'esquisses préliminaires, des dessins détaillés de chaque personnage, de chaque élément architectural, de chaque drapé. À l'époque de la Renaissance et du Baroque, les artistes créaient ce qu'on appelait des cartons, des dessins préparatoires grandeur nature sur papier ou toile, qui étaient ensuite transférés sur le mur par la méthode du poncif. Le carton était appliqué sur l'enduit. Des petits trous étaient percés le long des contours, à travers lesquels de la poudre de charbon de bois ou de sanguine était appliquée, laissant un contour pointillé sur le mur. Pour une fresque de 600 mètres carrés, il aurait fallu créer 600 mètres carrés de carton. C'est un volume gigantesque de travail préparatoire, nécessitant des mois de labeur et des montagnes de matériaux. Mais quand nous nous tournons vers les collections et les archives des musées, nous ne trouvons pour la plupart des fresques célèbres qu'une dizaine ou une vingtaine d'esquisses rapides, réalisées à la plume ou à la sanguine sur de petites feuilles. Pour le plafond de la résidence de Würzburg de Tiepolo, 12 esquisses ont été conservées. D'une surface totale d'environ 2 mètres carrés, c'est 0,3% de la surface de la fresque achevée. Les historiens de l'art expliquent cela par le fait que le maître travaillait par inspiration, improvisant la composition directement sur le plafond, et les cartons et esquisses ne se sont tout simplement pas conservés au fil des siècles. Attendez, vous êtes sérieux? L'artiste a improvisé une composition de 300 figures avec une perspective mathématiquement précise, travaillant dans une position inconfortable dans l'obscurité. Sur un enduit humide. Et qu'en est-il de la conservation? Pourquoi des milliers de dessins d'artistes mineurs de cette époque, conservés dans les cabinets d'art graphique des musées, ont-ils survécu? Mais les cartons des chefs-d'œuvre les plus célèbres de la peinture monumentale n'ont-ils pas été conservés? Et le plus intéressant, lorsque les croquis conservés sont comparés à la fresque finale, des divergences radicales sont découvertes. Les figures sont dans des poses complètement différentes, la composition est réorganisée. Même le nombre de personnages ne correspond pas. Soit le maître a réellement modifié radicalement le concept pendant le travail, risquant d'endommager des centaines de mètres carrés de peinture coûteuse, soit ces anciens croquis ont été créés plus tard, rétroactivement, pour documenter la légende du travail manuel du grand artiste. Tournons-nous vers la chimie, vers la composition des pigments eux-mêmes, car les méthodes d'analyse modernes ne mentent pas et ne s'adaptent pas à la version officielle de l'histoire. L'analyse par fluorescence X et la spectrométrie de masse permettent de déterminer la composition chimique exacte des pigments, jusqu'aux impuretés et aux isotopes. Et c'est là que commencent des incohérences très gênantes dont les historiens de l'art préfèrent ne pas parler, ou qu'ils écartent avec des explications toutes faites. Lors de l'examen de certaines fresques, datées de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, des traces de pigments et de liants sont découvertes. Ceux-ci, selon l'histoire officielle de la chimie, n'auraient été synthétisés qu'au XVIIIe à XIXe siècle. Par exemple, l'analyse des fresques du Palazzo Farnese à Rome, attribuée à Annibale Carracci et datée de 1600, a révélé des microparticules de bleu de Prusse. Ce pigment bleu, le ferrocyanure ferrique, est considéré comme ayant été inventé par le teinturier berlinois Johann Jakob Diesbach seulement entre 1704 et 1706. Dans les peintures de certaines églises italiennes du XVIe siècle, des traces de verre de chrome à base d'oxyde de chrome ont été trouvées, dont la synthèse industrielle est datée de 1809. Des blancs de zinc, de l'oxyde de zinc, dont la production de masse n'a commencé qu'au XIXe siècle, ont également été découverts, bien que des fragments isolés soient datés des XVe à XVI siècles. Lorsque des chercheurs indépendants signalent ces anachronismes chimiques, les historiens de l'art officiel haussent les épaules et donnent les explications standards. C'est le résultat de restaurations ultérieures des XVIIIe à XIXe siècles, lorsque les fresques ont été rafraîchies et repeintes avec des matériaux contemporains de l'époque. Très bien.
Admettons qu'il s'agisse effectivement de restauration et de rafraîchissement d'époques ultérieures. Mais alors une question légitime se pose. Si une partie significative de la couche picturale a été repeinte au XVIIIe à XIXe siècle, que reste-t-il réellement de l'original du XVIe siècle? Nous continuons à appeler ces fresques des œuvres de Carracci, du Dominicain ou du Guerchin. Bien que ce que nous voyons aujourd'hui puisse être à 70 ou 80% l'œuvre de restaurateurs du XIXe siècle, ce n'est plus de la restauration au sens moderne, la préservation et la conservation de l'original, mais en fait la création d'une nouvelle œuvre attribuée à un ancien maître. Revenons à l'analyse visuelle des fresques elles-mêmes et prêtons attention à ce qui est généralement caché derrière l'impression générale de beauté et d'harmonie. Observez attentivement les éléments décoratifs des peintures de plafond, encadrements architecturaux, caissons, rosettes, guirlandes moulées, ornements répétitifs. Ces éléments démontrent une identité absolue les uns par rapport aux autres, avec une précision inaccessible au dessin manuel. Faites une simple expérience. Essayez de dessiner à main levée 10 cercles identiques de 5 cm de diamètre sans compas. Chacun différera en taille, en forme, sera légèrement aplati ou étiré. C'est la variabilité normale du travail manuel. Mais sur les fresques baroques, nous voyons des centaines d'éléments décoratifs, rosettes, médaillons, cartouches, qui se répètent avec une marge d'erreur ne dépassant pas 1 ou 2%. De plus, des mesures instrumentales révèlent que les visages des anges et des putti dans différentes parties de la composition ont des proportions identiques. La distance entre les yeux, la taille du nez, la largeur du front, tout correspond avec une précision de 3 à 5 mm, à une distance de 20 mètres. Les drapés sur les vêtements des saints et des figures allégoriques répètent le même motif caractéristique de pli. Non pas approximativement similaire, mais mathématiquement identiques, comme si l'artiste avait utilisé un pochoir mécanique ou une matrice. Les éléments architecturaux, colonnes peintes, corniches, arcs, démontrent une perspective parfaite, avec des points de fuite calculés avec une précision d'ingénieur impossible. Les historiens de l'art expliquent cela par l'utilisation de modèles et de pochoirs simples, qui étaient effectivement utilisés pour les ornements répétitifs. L'artiste découpait une forme dans du papier épais ou une fine planche et en traçait le contour. D'accord, admettons que des pochoirs aient été utilisés. Mais alors, d'où venait une telle précision phénoménale dans la fabrication de ces pochoirs eux-mêmes? Pour créer des dizaines de modèles identiques de formes complexes, avec une précision au millimètre près. Il faut des fraiseuses ou des tours, des équipements d'estampage, des instruments de mesure précis, des technologies qui, selon la version officielle de l'histoire, n'apparaissent qu'au XIXe siècle. Avec le développement de la révolution industrielle et de l'ingénierie mécanique, et si les artistes baroques avaient tout de même utilisé des dispositifs techniques et des instruments optiques, dont l'histoire officielle de l'art ne sait rien, ou qu'elle tait délibérément. Au cours des 2 ou 3 dernières décennies, les historiens de l'art, à contre-cœur, sous la pression de preuves irréfutables, ont commencé à admettre que de nombreux maîtres de la Renaissance et du baroque utilisaient la caméra obscura, un instrument optique projetant une image inversée du monde extérieur, à travers une petite ouverture sur le mur opposé d'une pièce obscurcie. L'artiste britannique David Hockney et le physicien Charles Falco ont mené une vaste étude dans les années 2000 et ont démontré de manière convaincante que de nombreuses peintures des 15e à 17e siècles contiennent des distorsions optiques, caractéristiques d'une projection à travers des lentilles et non d'un dessin d'après nature. La version officielle reconnaît la caméra obscura, mais avec des réserves. Elle était, dit-on, primitive, donnait des images ternes et floues, et ne convenait que pour de petits tableaux en atelier, sous une lumière solaire vive. Mais que se passerait-il si des systèmes optiques plus sophistiqués et de grande envergure avaient existé, qui auraient pu projeter une image lumineuse et nette sur d'immenses surfaces de plafond et de murs? Un tel système aurait nécessité des lentilles polies de grande qualité et de grand diamètre, 30 à 40 cm.
Peut-être un système de miroir pour amplifier et rediriger le flux lumineux. Et le plus important, une source d'éclairage puissante. Dépassant considérablement la luminosité des bougies, les archéologues et les historiens des sciences découvrent des artefacts étonnants. La célèbre lentille de Nimrud, découverte par Austen Henry Layard lors des fouilles du palais assyrien, et datant du 7e siècle avant notre ère. Elle présente une qualité de meulage et de polissage que l'histoire officielle de la science considérait comme inaccessible avant le 15e siècle. Les auteurs antiques décrivent les miroirs ardents d'Archimède, capables de focaliser la lumière du soleil sur des centaines de mètres. Cela exige une compréhension de l'optique et de la technologie de traitement des surfaces. Cela signifie que les connaissances sur la production d'optique de précision existaient dans l'Antiquité. Elles ont simplement été perdues, oubliées ou délibérément cachées par la suite. Imaginez un système hypothétique. En bas, sous le plafond à peindre, une grande caméra obscura est installée. Avec une optique améliorée et un système de miroir. Elle projette sur la voûte des images préparées à l'avance, dessinées par l'artiste sur une table dans l'atelier sous un bon éclairage diurne. Le maître, en haut sur l'échafaudage, se contente de tracer les contours de la composition projetée et les remplit de couleurs. Travaillant en fait d'après un pochoir lumineux prêt à l'emploi. Cela explique la perspective idéale sans une seule erreur. La précision des proportions de toutes les figures. L'absence de nécessité de montées et descentes infinies pour vérification. La grande vitesse de travail et une qualité phénoménale, avec un nombre minimal d'esquisses préparatoires. Il existe une hypothèse encore plus radicale sur les technologies de création des peintures de plafond, qui semble fantastique, mais qui explique plus de faits que la version officielle. Dans la première moitié du 19e siècle, bien avant l'invention de la photographie pratique par Daguerre et Talbot, il existait des méthodes expérimentales de transfert d'images sur diverses surfaces, à l'aide de substances chimiques photosensibles. Nicéphore Niepce a obtenu la première image fixée en 1826, en utilisant du vernis d'asphalte sur une plaque d'étain, le processus d'héliographie. Mais encore plus tôt, à la fin du XVIIIe siècle, Thomas Wedgwood expérimentait avec des sels d'argent, obtenant des empreintes de silhouettes sur papier et cuir, bien qu'il ne sût pas les fixer. L'histoire officielle de la science affirme que toutes ces expériences n'ont commencé qu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais est-ce vraiment le cas? Les alchimistes médiévaux savaient parfaitement que les sels d'argent noircissent à la lumière. Cette propriété est décrite dans les traités alchimiques des Xe à XIe siècles. Le savant arabe Ibn al-Haytham a décrit en détail le principe de fonctionnement de la caméra obscura au Xe siècle et comprenait théorie. Le bitume naturel et diverses résines, s'assombrissant et durcissant sous l'effet de la lumière, étaient connus depuis l'Antiquité et étaient utilisés dans divers métiers. Il existait peut-être une tradition secrète de maîtres opticiens et chimistes, possédant les secrets du transfert d'images à l'aide de compositions photosensibles. Et ces secrets étaient jalousement gardés par les guildes professionnelles. Selon cette hypothèse, l'artiste créait une image originale de petite taille, disons 1 mètre sur 1,5 mètre, dans son atelier, assis devant son chevalet, sous un excellent éclairage, dans une position confortable, avec la possibilité de corriger et de peaufiner les détails. Ensuite, cette image était mise à l'échelle et transférée au plafond à l'aide d'une technologie optico-chimique. Le plafond était recouvert d'une composition photosensible spéciale. Une image agrandie de l'original était projetée sur celui-ci à travers un système de lentilles et de miroirs. L'exposition durait plusieurs heures ou jours. La composition chimique fixait les contours. Après cela, l'artiste ne faisait qu'ajouter de la couleur au dessin déjà prêt, en ajoutant du volume et des détails. Le temps de travail est réduit par 10, la qualité reste parfaite. Le facteur humain d'erreur et d'imprécision est totalement éliminé. Une question cruciale, rarement posée ouvertement. Comment savons-nous quand ces fresques ont été créées? Quelles preuves sous-tendent les datations? Les principales méthodes de datation des œuvres d'art sont les sources écrites, chroniques
contrat avec les artistes, registre de paiement. L'analyse stylistique. Et plus récemment, les méthodes d'analyse physico-chimique des matériaux. Mais à y regarder de plus près, il s'avère que les datations de nombreuses fresques célèbres reposent sur des bases très fragiles. La plupart des documents historiques sur la création des peintures des XVIe à XVIIe siècles ne nous sont pas parvenus sous forme d'originaux, mais sous forme de copies tardives ou de récits des XVIIIe à XIXe siècles, dont l'authenticité est impossible à vérifier. Par exemple, la description détaillée des fresques de la galerie Farnèse, œuvre d'Annibale Carracci, prétendument créée entre 1597 et 1600. Elle n'apparaît pour la première fois dans les ouvrages d'histoire de l'art qu'au milieu du XVIIIe siècle. Les premières reproductions gravées détaillées de ces fresques ne sont publiées par Carlo Cesio qu'en 1772, 172 ans après leur création supposée. Une question légitime se pose. Pourquoi un projet artistique aussi grandiose, s'il a réellement existé au début du XVIIe siècle et était célèbre, n'a-t-il pas été immédiatement documenté dans les sources contemporaines? Pourquoi n'y a-t-il aucune description détaillée d'observateurs ayant vécu à cette époque? L'analyse stylistique est un terrain encore plus mouvant pour les datations, car la notion de quote zéro est en soi une construction des historiens de l'art, créée rétrospectivement. Au XIXe siècle, les artistes savaient parfaitement imiter la manière des anciens maîtres. Il existait des ateliers entiers spécialisés dans la création de tableaux anciens, qui étaient ensuite vendus aux collectionneurs comme d'authentiques œuvres de la Renaissance ou du baroque. L'analyse chimique des liants dans les peintures de certaines fresques, menée par des laboratoires indépendants, révèle la présence de composants organiques caractéristiques du XIXe siècle, et non du XVIe. L'analyse au radiocarbone du support en plâtre donne, dans certains cas, des datations qui divergent de la chronologie officielle de 100 à 200 ans. Lorsque ces incohérences sont signalées, la réponse standard des historiens de l'art est « les fresques ont subi de nombreuses restaurations et modifications. Par conséquent, des matériaux modernes sont présents dans les couches ultérieures. » Une excellente explication. Mais elle détruit aussi le mythe de l'authenticité. Si une fresque a été repeinte à 70 ou 80% au XVIIIe à XIXe siècle, alors ce n'est plus l'œuvre d'un maître du XVIe siècle, mais une reproduction avec une fausse étiquette. La question logique suivante: pourquoi quelqu'un aurait-il eu besoin de créer une fausse histoire de l'origine de ces peintures monumentales et de les attribuer à des maîtres d'un passé lointain? La réponse se trouve dans le domaine de la politique, de l'idéologie et de la légitimité du pouvoir. Car l'art a toujours été un instrument puissant pour façonner les représentations collectives du passé et du présent. Au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, des processus de formation d'États-nations se déroulaient dans toute l'Europe. La cristallisation des identités nationales, la lutte pour la domination culturelle et politique. Chaque dynastie, chaque nouvelle élite arrivée au pouvoir devait justifier son droit à la domination, prouver l'ancienneté de ses racines. Ainsi, de glorieux ancêtres remontant à la nuit des temps, des trésors culturels inestimables créés par les maîtres géniaux de l'école nationale. Les anciens palais et temples, passés aux mains de nouveaux maîtres après des guerres, des révolutions ou des changements dynastiques, nécessitaient une réinterprétation idéologique. Ils étaient ornés de nouvelles peintures, réalisées par des artistes contemporains dans un style ancien, utilisant les technologies de transfert d'images à grande échelle déjà existantes à l'époque. Parallèlement, le travail des historiens de l'art et des archivistes se déroulait. Des biographies d'artistes inexistants ou semi-légendaires du passé étaient écrites, auxquelles étaient attribuées des œuvres nouvellement créées. Des documents étaient fabriqués rétroactivement, contrats, bordereaux de paiement, lettres datées des 15e à 19e siècles, mais en réalité écrites au 19e. De faux sceaux étaient créés, d'anciennes écritures étaient imitées, des signatures étaient falsifiées. 50 à 100 ans après le lancement de cette opération de grande envergure, tous croyaient fermement aux légendes créées, car elles avaient été maintes fois reproduites dans de solides publications académiques, enseignées dans les universités comme une vérité incontestable
et reproduites dans les manuels scolaires. Critiquer la version officielle était devenu inconvenant, non scientifique, un signe d'ignorance et de dilettantisme. Un système de soutien mutuel s'est mis en place au sein de la communauté professionnelle des historiens de l'art, des conservateurs de musées et des archivistes. Les personnes dont la carrière, la réputation et le bien-être financier dépendent du maintien du statu quo n'ont aucun intérêt à remettre en question les fondements de leur discipline. Ainsi, nous avons deux hypothèses principales expliquant le mystère des peintures de plafond, et chacune d'elles contredit radicalement ce qui est écrit dans les manuels d'histoire de l'art. Première hypothèse. Les fresques ont bien été créées aux périodes indiquées dans les datations officielles, à partir du XVe siècle, mais en utilisant des technologies avancées dont la connaissance a été par la suite perdue ou délibérément cachée. Une optique parfaite permettant de créer de puissants systèmes de projection pour transférer des images sur de grandes distances. Des compositions chimiques photosensibles pour fixer ces projections sur le plâtre. Peut-être même des technologies plus exotiques, si l'on admet l'existence d'une civilisation plus avancée ou une continuité culturelle avec le monde antique, qui possédait des connaissances que nous avons l'habitude de considérer comme des inventions des temps modernes. Après une catastrophe mondiale, qu'il s'agisse d'une série de guerres dévastatrices, de cataclysmes naturels comme le petit âge glaciaire, d'épidémies ou de bouleversements sociaux, ces technologies et connaissances ont été perdues avec leurs porteurs. Les survivants, découvrant des fresques achevées dans les bâtiments épargnés, ne comprenant plus comment elles avaient été créées, ont commencé à inventer des explications basées sur les méthodes primitives de travail manuel qui leur étaient accessibles. Ainsi est né le mythe des artistes géniaux et souffrants, qui passaient des années allongés sur le dos dans des conditions inhumaines pour créer la beauté. Deuxième hypothèse, encore plus radicale. Une partie significative des peintures monumentales que nous voyons aujourd'hui dans les palais et les temples d'Europe n'a pas été créée au XVIe à XVIIe siècle, mais au XVe à XIXe siècle, lorsque des technologies suffisamment développées de photographie, de lithographie et de transfert chimique d'images existaient déjà. Ces œuvres étaient délibérément et intentionnellement présentées comme des créations d'anciens maîtres dans le cadre d'un vaste programme de construction de récits historiques nationaux et de justification de la continuité culturelle des dynasties régnantes. La falsification était étayée par des documents contrefaits, des biographies d'artistes fabriquées, des croquis falsifiés et artificiellement vieillis. Laquelle de ces hypothèses est la plus proche de la vérité? Il est possible que la réalité soit une combinaison des deux scénarios. Une partie des fresques est effectivement ancienne, créée avec des technologies de haut niveau perdues. Et une partie est constituée d'imitations de qualité des XVe à XIXe siècles, habilement intégrées dans une chronologie falsifiée. Mais une chose peut être affirmée avec certitude. La version officielle du travail manuel des artistes, travaillant dans des conditions impensables avec des outils primitifs, ne résiste pas à une vérification élémentaire par les lois de la physique, de la physiologie et du bon sens. Les problèmes des fresques de plafond ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres où l'histoire officielle de l'art se heurte à des contradictions insolubles entre ce qui nous est raconté et ce que les faits révèlent. Des questions similaires. Comment les mosaïques byzantines ont-elles été créées dans la basilique Sainte-Sophie, à Constantinople ou à Ravenne? 4000 mètres carrés de revêtement en mosaïque, composés de millions de minuscules cubes de Malte mesurant 3 sur 3 mm. Posés avec une précision parfaite sur les surfaces courbes des dômes et des voûtes. La version officielle? À la main, d'après un dessin sur le plâtre, par une armée de maîtres mosaïstes patients. Mais les calculs montrent, pour poser 4000 mètres carrés de mosaïque avec une telle densité, il aurait fallu au minimum 50 000 annéums de travail. Et comment des sculptures gigantesques de 5 à 6 mètres de haut ont-elles été taillées dans des blocs de marbre massif avec une telle minutie que l'on peut distinguer des mèches de cheveux, des plis de peau, des muscles tendus sous la surface du corps? Michel-Ange aurait créé la statue de David, haute de 5 mètres 17 cm, à partir d'un seul bloc de marbre de Carrare en 3 ans, en travaillant uniquement avec un ciseau et un marteau. Le marbre est un matériau très dur. Un seul coup incorrect et un morceau supplémentaire se détache qu'on ne peut plus remettre.
Comment les miroirs de Versailles, mesurant 3,5 mètres sur 2, ont-ils été créés, avec une surface réfléchissante parfaitement plane, sans la moindre distorsion ni ondulation? À une époque où le verre était soufflé à la main et où l'on utilisait du mercure et de l'étain pour l'amalgamation, comment les tapisseries étaient-elles tissées avec une densité de 40 fils au centimètre, où l'image, par sa richesse de détails et son jeu d'ombre et de lumière, n'a rien à envier à la peinture à l'huile sur chevalet? La création d'un mètre carré d'une telle tapisserie prend environ 1 an de travail à un maître expérimenté. La tapisserie Quad Zero, d'une superficie de 20 mètres carrés, aurait dû prendre 20 ans à être créée, mais elle est datée d'une période ne dépassant pas 5 ans. À toutes ces questions, l'histoire officielle donne la même réponse, apprise comme une mantra. À la main, par un travail patient, avec des outils primitifs, pendant des années et des décennies. Mais les mathématiques, la physique et le simple bon sens montrent l'insoutenabilité de ces explications. Bien sûr, les représentants de la science officielle de l'art et la profession académique s'opposeront à tout ce qui a été dit ci-dessus, en utilisant l'arsenal standard d'arguments de défense. Quote 1, diront-ils. Mais le savoir-faire et la diligence n'annulent pas les lois de la physique et de la biologie. Le génie ne donne pas la capacité de voir dans l'obscurité totale ou d'ignorer la douleur physique. Le talent ne dispense pas de la nécessité de respirer de l'oxygène. Un excellent argument qui reconnaît en fait la justesse des critiques. Oui, la version officielle est incomplète. Oui, quelque chose d'important a été omis ou caché. Mais au lieu d'admettre honnêtement les lacunes dans leurs connaissances, les historiens préfèrent se contenter d'allusions vagues à des secrets de métiers perdus. Vous êtes un conspirationniste et un négationniste, ne croyant pas aux capacités et aux réalisations humaines. Une attaque ad hominem typique au lieu d'une discussion objective des faits. Un stratagème ad hominem classique auquel on recourt lorsque les arguments rationnels viennent à manquer. 4. L'appel à l'autorité de la majorité n'est pas une preuve de vérité. L'histoire de la science est pleine d'exemples où le consensus de nombreuses générations de scientifiques s'est avéré erroné. Quote 5. Ils le racontent constamment, mais ils ne sont pas publiés dans des revues à comité de lecture, ne sont pas invités à prendre la parole lors de conférences spécialisées, leurs thèses ne sont pas autorisées à être soutenues, leurs livres ne se retrouvent pas dans les bibliothèques universitaires. Un système de filtres institutionnels a été mis en place, où toute question gênante et toute interprétation alternative sont automatiquement écartées au stade de l'évaluation par des comités composés des mêmes personnes dont la carrière est bâtie sur le maintien de la version officielle. Ce n'est pas un complot, au sens d'une conspiration secrète d'un groupe de méchants dans un sous-sol sombre. C'est une pensée de groupe, une inertie institutionnelle, une solidarité corporative de la communauté professionnelle. Le refus d'admettre que le fondement de ta spécialité est bâti sur du sable. Si vous doutez encore et pensez que j'exagère les difficultés de création de fresques au plafond ou que j'en rajoute pour l'effet, je vous propose de réaliser une simple expérience pratique, accessible à absolument tout le monde. Prenez une feuille de papier dessin A2, c'est 40 sur 60 cm. Fixez-la au plafond de votre chambre. Allongez-vous sur le dos, directement sur le sol, et essayez de dessiner quelque chose de significatif sur cette feuille. Un simple portrait, une nature morte, un paysage, à votre choix. Pour la pureté de l'expérience, utilisez uniquement des bougies pour l'éclairage. Placez 4 ou 5 bougies autour de vous, éteignez l'électricité et travaillez dans ces conditions. Réglez un minuteur sur 2 heures de travail continu sans interruption et voyez combien de temps vous tiendrez et ce que vous obtiendrez. Après 15 à 20 minutes, vous sentirez vos bras levés commencer à s'engourdir. Le sang se retire de vos doigts, vos mains se refroidissent et perdent leur sensibilité. Après 30 à 40 minutes, la douleur au cou, due à la tête penchée en arrière, deviendra presque insupportable. Vous aurez envie de baisser la tête et de détendre vos muscles endoloris. Après 1 heure, vous constaterez qu'à la lumière faible et vacillante des bougies, il est impossible de distinguer les nuances subtiles des couleurs. Toutes les couleurs semblent également sombres ou ternes.
Après 1 heure et demie, si tant est que vous teniez aussi longtemps, vos mains trembleront d'épuisement. Chaque coup de pinceau sera douloureux, et sur votre feuille, il y aura une esquisse incertaine et maladroite que vous auriez honte de montrer même à vos amis proches, sans parler de l'exposer dans un musée comme un chef-d'œuvre. Et ce n'est qu'une feuille de 40 par 60 cm, à 2,5 mètres de hauteur dans votre appartement. Eux, c'est 600 mètres carrés à 20 mètres de hauteur dans une immense salle. Maintenant, multipliez toutes ces sensations, douleur, fatigue, impossibilité de se concentrer, par des centaines de jours d'affilée. Imaginez que vous ne travaillez pas chez vous, dans un confort relatif, mais sur des échafaudages en bois branlant, et qu'il est impossible de se tromper car le plâtre sèche et rien ne pourra être corrigé. Croyez-vous toujours que les artistes du XVe siècle créaient avec aisance, dans de telles conditions, des œuvres d'art qui, 500 ans plus tard, suscitent l'admiration de millions de personnes? Cette expérience ne nécessite pas de connaissances spéciales, d'équipements coûteux ou d'autorisation. N'importe qui peut la réaliser chez soi en une soirée, et le résultat sera plus éloquent que n'importe quelle argumentation théorique. Il est physiquement impossible de créer une œuvre d'art de qualité dans de telles conditions. Les fresques de plafond ne sont pas une énigme isolée pour les amateurs de rébus artistiques. Elles font partie d'un problème bien plus vaste concernant notre compréhension des capacités technologiques et des réalisations culturelles des époques passées. Plus nous étudions le patrimoine matériel avec attention et impartialité, plus nous découvrons de divergences entre les manuels d'histoire officiels et la réalité physique des artefacts. La maçonnerie polygonale de blocs de granit de plusieurs tonnes à Cusco, Machu Picchu, Baalbek, où des pierres pesant 2 à 300 tonnes sont ajustées les unes aux autres sans mortier avec une précision de fraction de millimètre, et ce, non pas sur des faces droites, mais sur des surfaces courbes polygonales complexes. L'explication par des marteaux en pierre et des scies en cuivre semble tout simplement se moquer du bon sens. Les obélisques de l'Égypte ancienne, des monolithes de granit rose de 30 à 40 mètres de haut, taillés dans la roche, transportés sur des centaines de kilomètres, érigés verticalement. Cela nécessite des technologies comparables aux grues lourdes et aux transports spéciaux modernes. L'acier de Damas, avec sa structure unique et son motif caractéristique, dont le secret de fabrication est perdu et ne peut être reproduit même par la métallurgie moderne, avec ses hauts fourneaux et son contrôle précis de la température. Le béton romain, avec lequel des structures comme le Panthéon et les aqueducs ont été construites, reste plus solide que le béton moderne après 2000 ans et possède la propriété d'auto-réparer les micro-fissures. Nous ne pouvons toujours pas reproduire sa composition avec précision. Tous ces faits sont soit passés sous silence par la science académique, soit reçoivent des explications peu convaincantes du genre « travail manuel patient » et « secret d'artisan perdu ». Mais que se passerait-il si l'explication était à la fois plus simple et plus choquante? Et si le niveau technologique à certaines périodes du passé était significativement plus élevé que ce qu'on nous dit, puis qu'un recul global, une catastrophe, une perte de connaissances et d'infrastructures s'était produite? Ou un scénario alternatif. Une partie significative des monuments anciens a en réalité été créée entre le XVe et le XIXe siècle et artificiellement vieillie pour construire des illusions d'histoire profonde et de continuité culturelle. Dans les deux cas, la chronologie officielle et l'histoire officielle se transforment d'une connaissance scientifique fiable en un construit idéologique, une belle fiction, soutenue par l'autorité des institutions académiques et l'inertie du système éducatif. Nous avons parcouru un long chemin, d'une simple question. Comment les artistes peignaient-ils au plafond dans l'obscurité? À des Alors, qu'avons-nous découvert? La version officielle de la création des fresques de plafond des XVIe à XVIIe siècles ne résiste pas à un examen par des calculs élémentaires. L'éclairage à la bougie crée des conditions insupportables en raison de la suie, de la chaleur et du manque d'oxygène. La physiologie humaine rend le travail dans une posture avec les bras constamment levés, tortueux et destructeur pour la santé. La technique de la fresque exige de travailler rapidement, sans possibilité de corriger les erreurs. Les distorsions de perspective nécessitent des milliers de montées et de descentes pour vérification.
L'analyse chimique révèle la présence de matériaux du futur. La symétrie parfaite et la répétabilité des éléments indiquent une copie mécanique. L'absence de matériaux préparatoires contredit l'ampleur des projets. Les datations reposent sur des sources douteuses. Il existe deux principales hypothèses alternatives. Soit des technologies avancées d'optique et de chimie perdues ont été utilisées, soit une partie significative des fresques a été créée au XVe à XIXe siècle et est présentée comme antique. Les deux hypothèses exigent une révision des conceptions fondamentales de l'histoire des technologies et de la culture. Je n'affirme pas avoir définitivement prouvé l'une ou l'autre version. Cela nécessiterait des recherches indépendantes à grande échelle, utilisant des méthodes modernes d'analyse des matériaux et un accès aux archives fermées. Mais j'ai montré que la version officielle contient de nombreuses contradictions insolubles, passées sous silence par la science académique. Chaque fois que vous voyez une peinture de plafond dans un musée, un palais ou un temple, posez-vous cette simple question. Comment cela a-t-il été fait en réalité? Et si la réponse honnête est quote 0 ou quote 1, cela signifie que vous avez commencé à penser de manière critique et non à accepter aveuglément tout ce qui est écrit dans les manuels et dit par les guides touristiques. Nous sommes arrivés à la fin de cette enquête, mais en réalité, ce n'est que le début d'une grande conversation sur la façon dont notre histoire est construite et qui décide en quoi nous devons croire. Si ce sujet vous a intéressé, si vous voulez continuer à creuser et à chercher des réponses aux questions inconfortables ensemble, abonnez-vous à la chaîne. Une série d'analyses d'autres énigmes historiques et d'artefacts qui ne correspondent pas à la vision officielle du monde est à venir. Les prochains épisodes seront consacrés aux aqueducs et aux systèmes d'approvisionnement en eau de l'Antiquité, aux technologies de traitement du granit et au mystère de la datation des monuments architecturaux. Chaque fois, nous appliquerons la même méthode. Pas de foi aveugle aux autorités, seulement des faits, des calculs et de la logique. Aimez cette vidéo si vous pensez que de telles questions doivent être posées ouvertement et à voix haute, même si cela suscite la désapprobation des milieux universitaires. Chaque like montre que la pensée critique n'est pas encore morte sous le poids des dogmes scolaires. Et le plus important, écrivez votre avis dans les commentaires. Croyez-vous à la version officielle des artistes qui ont passé des années allongés sur le dos dans l'obscurité et la suie, créant des chefs-d'œuvre? Ou vous semble-t-il que quelque chose ne va pas fondamentalement ici? Peut-être avez-vous vous-même travaillé comme restaurateur ou artiste et pouvez-vous confirmer ou réfuter mes calculs? Ou peut-être connaissez-vous des faits et arguments supplémentaires que je n'ai pas mentionnés dans cet épisode? Discutons, débattons, vérifions-nous mutuellement. Cherchons la vérité dans une discussion ouverte. C'est à cela que sert le libre échange d'opinions, et non à hocher la tête en rythme avec le guide touristique. N'ayez pas peur de douter de ce qui vous est présenté comme une vérité inaltérable. N'ayez pas peur de poser des questions inconfortables aux personnes en toge de professeur. La vraie science est basée sur le doute et la vérification, et non sur l'acceptation aveugle de l'autorité. J'attends vos commentaires, j'attends des critiques constructives. J'attends de nouveaux faits. Ensemble, nous pourrons nous rapprocher de la compréhension de la façon dont ces œuvres d'art mystérieuses ont réellement été créées et de ce qui se cache derrière les belles légendes sur les génies souffrants. Rendez-vous dans les prochaines enquêtes. Et rappelez-vous, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais la vérité peut être trouvée si l'on examine attentivement les faits.